Alors, on va passer à notre première table ronde, justement, table ronde sur les enjeux de la distribution des fonds ESG. On va voir justement donc comment le marché doit se structurer pour justement réaliser donc ce financement, pour entraîner ce financement de la transition. Alors, pour en parler, eh bien, je vais appeler nos experts auprès de moi. Pascale Bossan, elle est dirigeante de Bossan Conseil, présidente de 1% for the Planet Finance, également présidente de la commission durabilité à la CNCGP, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Merci de l'applaudir. Également avec nous, Mimouna Bouchiche, vous êtes directrice de l'épargne financière de l'assurance chez LBPAM, anciennement la Banque Postale Asset Management. Merci de l'applaudir. Voilà, vous êtes là. Il est également avec nous Bertrand Merveille, président de la commission commercialisation de l'AFG, directeur général de BDL Management. Merci d'applaudir Bertrand. Mathilde Loussert est également avec nous. Vous êtes Policy Officer, Sustainable Finance and Asset Management, DG ESMA, c'est ça, la Commission européenne. Merci de l'applaudir également. Et enfin, est avec nous également Philippe Sourla, vous êtes secrétaire général adjoint de l'AMF en charge de la gestion d'actifs. Voilà notre dernier invité. Voilà, tout le monde est là. On va démarrer peut-être avec vous, Pascal Bossan, et puis également avec Mimouna Bouchiche, pour voir finalement quel est l'état des lieux du côté de cette clientèle de détail, et quelle est finalement l'appétence de cette clientèle pour les produits durables. Et notamment, vous savez, on va parler de ces fameux questionnaires de durabilité. Où est-ce qu'on en est justement? Parce qu'il y a quand même beaucoup de questions à poser aux clients. C'est pas toujours très simple à remplir, c'est un peu lourd. Alors, Pascal, expliquez-nous comment ça se passe pour vous, quel est votre point de vue là-dessus? Oui, bonjour à tous. Effectivement, les questionnaires de durabilité sont déployés depuis peu finalement. Il y a eu un certain retard, un certain temps de mise en place pour le déploiement de ces questionnaires. Il faut quand même voir que les questions qu'on pose aux clients ne sont pas forcément faciles à appréhender pour les conseillers financiers. C'est-à-dire qu'on évoque des termes réglementaires tels que SFDR, taxonomie ou PAI, qui sont quand même un vocabulaire pas forcément simple à appréhender, que ce soit pour le conseiller financier ou pour le client final. Donc forcément, lorsqu'on aborde ces questions de durabilité, on se heurte à une problématique de formation. Et vraiment, je pense que là, le sujet clé aujourd'hui pour les distributeurs, pour les conseillers financiers, c'est de monter en compétence sur ces sujets de durabilité, parce que si les conseillers financiers montent en compétence, évidemment, il y aura un effet domino auprès des clients. Donc, pour l'instant, on a cette problématique de formation. Et puis, la deuxième problématique aussi, c'est l'offre. C'est-à-dire que lorsqu'on a un client très appétent sur les sujets de durabilité, et il commence à y en avoir. Et il y en a quand même, voilà. Il y en a quand même de plus en plus. Notamment chez les jeunes, mais pas que. Pas uniquement, oui. Eh bien, voilà, un client, par exemple, qui indiquerait une appétence très forte sur le sujet de la taxonomie à hauteur de plus de 50%, comment on fait pour trouver un produit en face? Aujourd'hui, on est absolument dans l'embarras. Donc, on peut dire qu'on est un peu au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on commence à déployer des questionnaires, on commence à aborder ces sujets systématiquement avec les épargnants, mais voilà, c'est pas encore simple pour les conseillers financiers. Mimouna Bouchiche, pour vous également, ces textes, ils sont complexes? Je ne sais pas si on peut projeter. Oui. Je ne sais pas qui projette. Alors, vous avez un Pavlov, effectivement, donc voilà. Désolée. Voilà. Donc, alors, je voulais vous demander, justement, pour vous, les textes sont complexes. Vous êtes d'accord avec, j'imagine, ce que vient de nous dire Pascal. Il faut beaucoup de formation aujourd'hui. Il faut vraiment donc pouvoir entraîner le client dans cette voie-là. Alors, totalement d'accord avec Pascal. Je reprends ton expression, on est au milieu. Donc, en tant que distributeur, on est effectivement au milieu. Mireilla, tout à l'heure, vous abordiez les contraintes qui pèsent sur les asset managers et l'importance, en fait, et le rôle clé des asset managers. Nous, en tant que distributeurs, on est au milieu entre le producteur et le client. Parce qu'au bout du bout, tous ces textes, en fait, ils s'appliquent au client final. Et nous, tout notre enjeu, tout notre job, c'est comment vulgariser, comment simplifier
cette réglementation? Tu as cité déjà quelques acronymes, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Comment est-ce qu'on simplifie et comment est-ce qu'on réussit à embarquer les conseillers autour de cette thématique ESG, entre autres? Et alors, côté Banque Postale, on réalise tous les ans un baromètre pour suivre effectivement cette tendance et suivre l'appétit, la sensibilité des clients, alors des clients à la Banque Postale, mais également des clients non clients de la Banque Postale, pardon, des personnes non clientes de la Banque Postale. Et on se rend compte en fait qu'on a à peu près la moitié de nos clients qui déclarent avoir été interrogés sur leurs préférences en matière de durabilité. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, le texte a été mis en application concrète assez tardivement. Finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, donc on n'a pas beaucoup de recul. Néanmoins, dans ce contexte-là, on a quand même des conseillers, puisque la question était autour des conseillers, qui, une fois sur deux, en tout cas, nos clients ont cette perception, on leur a posé cette question-là. Mais c'est pas encore assez. C'est pas encore assez. Contre 36% pour le marché. Donc, je tiens quand même à rappeler ces deux chiffres, mais peu importe 36 ou 51%, c'est pas assez. C'est pas assez. En tout cas, on doit tendre vers le 100%. Ce qui est intéressant également dans le cadre de ce baromètre Opinionway que nous réalisons, qui date de 2024, donc qui est assez récent, c'est que nos clients disent qu'à 40%, le conseiller a proposé un produit qui respecte ces critères. Parce qu'il y a une différence, ou en tout cas, il y a un gap entre on m'en a parlé, mais est-ce que le conseiller a été suffisamment à l'aise, connaisseur, pour me proposer le produit adéquat derrière. Donc, alors 40%, je suis d'accord, vous allez me dire, c'est pas assez, c'est toujours pas assez, et je suis d'accord. Néanmoins, ce qui est intéressant de noter, c'est la progression, hein, c'est plus 11% depuis 2021, ce qui montre qu'on a encore des efforts, on a encore beaucoup de travail à faire, on n'a pas fini. Là où on était plutôt surpris, assez agréablement surpris, c'est que les clients interrogés disent que dans 80% des cas, ils estiment que les explications qui ont été fournies par les conseillers de la Banque Postale étaient suffisamment claires. Alors, dans le jargon du client, ensuite, est-ce que c'est clair dans le jargon du régulateur? C'est aussi, voilà. c'est aussi. Vous faites la transition avec Philippe, voilà, Philippe Surla. Donc justement pour vous, en tant que régulateur, superviseur, hein, il y a l'obligation de s'intéresser à ses préférences clients, et donc il faut vraiment respecter la promesse qui lui est faite. Il ne faut pas de fausses promesses, il ne faut pas de, le grand mot, hein, on va le lâcher, il ne faut pas de greenwashing, quoi. Oui, alors, absolument. Donc, on a déjà beaucoup entendu, la table ronde ne fait que commencer, le mot complexité. Je pense qu'on n'a pas fini de l'entendre ce matin. Et je pense que quand les choses sont complexes, il faut en revenir un peu aux principes simples et aux principes de base. Donc, effectivement, comme ça a été évoqué de notre point de vue et de mon point de vue, la première étape indispensable, et on le voit bien, la réglementation, et ça fait un moment, requiert de poser la question du souhait du client ou pas d'avoir un produit avec une composante extra-financière. Donc, c'est vraiment la base. Mais quand on voit les statistiques, voilà, on voit bien que voilà, on n'est pas encore à 100%, et sans aller jusqu'au raffinement subtil des questionnements prévus par la réglementation. La première étape, ça reste quand même de poser cette première question. Donc ça, je pense que c'est quand même important de le rappeler. Et ensuite, de mon point de vue, une deuxième étape importante, c'est de s'assurer que ce qui est vendu au client correspond bien à cette composante extra-financière s'il en a exprimé le souhait. Et donc là, à nouveau, je ne rentre pas forcément à ce stade, à cette deuxième étape, dans les raffinements des subtilités, voilà, des différents concepts. Mais déjà, est-ce que le produit contient bien la composante extra-financière ou pas? Et ça, voilà, pour ceux qui sont intéressés, je peux vous renvoyer une étude qu'on a publiée avant l'été, donc qui portait sur une typologie particulière de fonds qui étaient les fonds thématiques. Et quand on regardait la façon dont ils étaient distribués, on avait des statistiques également qu'on a publiées qui étaient quand même très élevées de fonds pour lesquels voilà, la promesse qui était faite aux clients et la prise en compte de ce souhait de produits avec composante extra-financière ne nous semblait pas remplie. On était au-dessus du tiers. Et donc ça aussi, en termes d'importance et de hiérarchisation quelque part de l'approche, à nouveau, avant d'aller dans les subtilités du questionnaire, avant d'aller dans les subtilités des différentes métriques, voilà, pour nous, la deuxième étape clé, c'est vraiment s'assurer que le distributeur il comprend un minimum le produit qu'il recommande et que ce produit-là, il contient bien la composante extra-financière dont on parle. Et donc, c'est là-dessus, ce qu'on constate malheureusement souvent, en tout cas dans ce cadre de cet exercice, c'était que le distributeur avait tendance quelque part à se défausser un peu sur le producteur en disant si c'est écrit sur le document commercial, si c'est écrit sur la brochure, c'est bien que le produit comporte cette composante. Et voilà, un des messages forts qu'on essaie de faire passer dans cette publication. Il faut vérifier, c'est ça? C'est qu'il faut comprendre un minimum, c'est-à-dire qu'il faut un minimum ouvrir le capot, il faut que le distributeur il ait quand même sa compréhension à lui de ce qu'il vend et qu'il ait un rôle de filtre pour ensuite pouvoir
aider le conseiller qui, lui, derrière, en bout de chaîne, effectivement, aura un choix à faire. Mais si en amont, le distributeur ne s'est pas organisé pour comprendre et sélectionner les bons produits, je pense que tout le reste de ce qu'on verra par la suite dans la table ronde aura énormément de mal à fonctionner. Mimouna, Pascal, est-ce qu'il n'y a pas des freins également à cause de la performance? Parce qu'on sait qu'il y a parfois des fonds qui sont assez cycliques, qui marchent bien, puis ensuite, malheureusement, des performances qui sont plus faibles. Et même certains ont parfois pris, entre guillemets, un peu un bouillon, hein, ça a pu arriver. Donc, expliquez-nous un peu votre point de vue par rapport à ça. Je ne sais pas laquelle veut commencer. Non, vous avez utilisé le terme de cyclique, et c'est ça, je ne sais pas aujourd'hui si on a des données suffisamment robustes pour démontrer en fait la surperformance ou la sous-performance d'un item par rapport à l'autre. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul. Et de façon factuelle, oui, il y a des années où les supports dits ISR ont mieux performé que des fonds non thématiques, mais l'inverse est également vrai. Si on prend, alors c'est sur une durée de 16 ans, et je ne sais pas si c'est l'indice le plus de référence, mais si on prend le MSCI ESG World versus le MSCI World classique, sur 16 ans, bon an, mal an, le ESG, il a fait 5,70 en annuel versus 5,30 pour le traditionnel. Mais là encore, et puis je vais pas dire les performances passées, je ne présage en rien des performances futures, mais quand même, il faut le dire. C'est ce qu'on entend en général. Mais quand même, il faut le dire. Je ne sais pas si aujourd'hui, et puis je laisserai peut-être des professionnels de l'asset répondre à cette question, mais on n'a pas d'avis tranché. Néanmoins, dans l'esprit du collectif, et c'est ça qui est important, dans l'esprit des clients, il y a souvent cette petite musique qui dit, si je prends un fonds ESG ISR, ça va être au détriment d'un chouï de performance. Et ça, c'est encore vrai. Nous, en tant que distributeurs, c'est ce que nous remontent au quotidien les conseillers. Oui, les clients sont appétents à la thématique, mais est-ce qu'ils sont prêts concrètement à investir sur ce type de produit? On verra, je ne sais plus si je crois que je le mets, mais pardon, excusez-moi. Voilà, c'est peut-être celui-ci qui l'illustre bien. C'est en gros, que ce soit les clients de la Banque Postale, mais y compris les baromètres de marché qui existent, et vous avez toutes les sources, on pourra le circulariser, quand vous interrogez les Français sur quels sont les critères d'épargne pour vous aujourd'hui les plus importants. Alors, alors bonne question. La performance quand même. Arrive la sécurité en 1. Sécurité, oui. La sécurité à plus de 70% et la performance qui arrive en deuxième item. Troisième item, c'est la préparation de la retraite. Et vous voyez que dans ce top 3, le critère ESG, il n'est pas là. Ça arrive, je vous rassure, bien après, mais on est encore loin des... Pas encore, mais c'est tout le travail collectif que nous avons à faire ensemble pour que ce critère ESG remonte dans ce top 3. Mais vous le voyez, hein, c'est dans un tiers des cas seulement que les critères ESG ressortent. Pascal, alors quel est votre point de vue là-dessus ? Je pense qu'il y a eu un raccourci peut-être qui a été fait par les conseillers financiers qui ont assimilé finalement durabilité et fonds verts. Fonds action vert. Et il y a eu des déceptions, notamment 2022, avec des performances significativement négatives et assez décorrélées de ce qu'avaient fait les marchés. Donc là, je pense il ne faut pas, sous prétexte de durabilité, se couper des principes classiques d'un bon conseil en allocation d'actifs, c'est-à-dire qu'il faut revenir aux basiques, comme toujours, c'est-à-dire diversifier, non seulement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire pas tout mettre en action, avoir des fonds aussi en obligations, des fonds mixtes, pourquoi pas du non-coté, etc. Et faire attention que les sujets verts, l'investissement vert peut être assez corrélés, les fonds verts peuvent être assez corrélés ensemble. Donc voilà, ne pas oublier les basiques. Et c'est vrai que je ne pense pas que les clients, que les épargnants soient prêts à avoir des performances négatives significativement X années de suite sous prétexte d'avoir de la durabilité. Je pense que le sujet de performance, il reste clé quand même. Ça reste une demande des épargnants de faire en sorte que leur placement rapporte plus que l'inflation avec un niveau de risque global moyen. Voilà, donc attention finalement à respecter les règles classiques. Bertrand Merveille, alors vous dirigez une société de gestion, vous présidez la commission commercialisation de l'AEG.
Comment est-ce que vous réagissez donc à ce qui a déjà été dit, notamment peut-être d'abord en termes de performance? Puis c'est vrai que c'est pas toujours très simple. Ensuite, on a des normes qui sont vraiment importantes, empilées. Ça, on va y venir. Donc, quelle est votre réaction? Il y a beaucoup de choses à dire. Tout à l'heure, Pascal, tu disais que vous étiez au milieu, et tu as repris aussi cette expression. Les sociétés de gestion, elles sont au front. Elles sont au front de deux défis. Le premier, c'est le défi de la performance, je vais y revenir, et puis il y a aussi le défi de la réglementation. Parce qu'on est en train de parler d'un sujet qui est un sujet que j'appelle souvent un sujet d'expert. C'est l'ISR, l'extra-financier, la durabilité, la taxonomie, c'est quand même un club d'experts qui est capable de parler de tous ces sujets-là. Donc nous, sociétés de gestion qui sommes au front, on doit finalement faire face à ces deux défis, celui de la perf et construire avec des contraintes réglementaires qui sont très très fortes. Et cette réglementation, on va avoir l'occasion d'y revenir, elle s'est mise en place de manière finalement très rapide. La France a été assez pionnière, à la fois parce qu'il y a eu cette ambition réglementaire d'amener l'industrie assez vite à un certain niveau, et puis l'industrie, les membres de l'AFG en premier lieu, ont accompagné finalement cette montée en compétences, je vais y arriver, pour finalement accompagner cette réglementation. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que le défi de la performance, il est difficile à relever. Il est difficile à relever parce que la réglementation telle qu'elle a été pensée a créé un certain nombre de biais dans la construction des portefeuilles. Et effectivement, c'est un sujet qui est très important pour l'investisseur de détail, parce que l'investisseur de détail, tu l'as dit, son premier sujet, c'est la sécurité, parce que c'est son épargne. C'est souvent l'épargne d'une vie, c'est son patrimoine, il y a le défi de la transmission. C'est pas le même sujet que le directeur financier d'un fonds de pension, d'une caisse de retraite, finalement, c'est pas son épargne à lui. Donc, non mais je pense qu'il y a c'est pas une raison non plus. Ouais. C'est pas une raison, mais quelque part, les biais de construction de son allocation vont être très 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 différents. Et le défi de la performance ne va pas du tout apprécier de la même manière. Donc, il y a eu des déceptions dans les performances parce que la réglementation a amené certains acteurs à finalement beaucoup concentrer leurs investissements sur le même type de secteur, sur le même type de valeur. Et au moment où il fallait construire des portefeuilles censés être diversifiés, finalement, on se retrouve avec des portefeuilles qui ne le sont pas en réalité, parce que quand on crée de la transparence sur les portefeuilles, on s'aperçoit que d'une société de gestion à une autre, il y a beaucoup de concentration sur les mêmes titres. C'est ça, il y a toujours un peu des fonds investis, un peu tous sur les mêmes sociétés, c'est ça? Exactement. Et quand il y a des retournements de cycle, ce qui a été le cas en 2022, mais il y a eu aussi plus récemment des choses qui ont fait apparaître cette concentration, et ça crée des déceptions de performance et des incompréhensions. Parce que quand on a vendu un produit qui en réalité est très exigeant pour le client, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, avec des termes qui sont parfois pas toujours maîtrisés par les réseaux de distribution par rapport à leur complexité. Et quand la performance n'est pas au rendez-vous, ça crée beaucoup de déceptions. Donc, on a voulu aller très vite, on a été pionnier, mais le défi de la performance aujourd'hui, il n'a pas été relevé comme le défi de la compréhension pour les réseaux de distribution. Alors, pour aller un peu plus loin, avoir une vision prospective, Mathilde Loussert, il y a plusieurs grands projets que vous envisagez de mener donc, au niveau de la Commission européenne. Et parmi eux, il y a la catégorisation des fonds ESG. Alors, est-ce qu'il faut créer seulement 2 ou 3 catégories? Est-ce qu'il y a peut-être un risque d'aller dans le sens inverse de ce qui vient d'être dit, peut-être d'oversimplification? Aujourd'hui, comment ça se passe? Oui, alors merci. Alors je vais peut-être juste commencer par quelques mots sur le nouveau contexte politique dans lequel on opère, qui va quand même avoir un impact assez important sur ce projet de catégorisation. Donc comme vous le savez, on est aujourd'hui entre 2 commissions, donc la nouvelle Commission européenne n'est pas encore établie, donc on ne sait pas encore exactement ce qu'on va devoir faire pendant ces 5 prochaines années, mais ce qu'on sait, c'est que la nouvelle ligne politique de la présidente est vraiment basée sur un objectif de simplification et de ce qu'on appelle burden reduction. Je pense qu'il est assez clair qu'il y a eu énormément de mesures qui ont été adoptées ces 5-10 dernières années. On l'a entendu. On a commencé à faire une évaluation de la SFDR et des règles de distribution sous MiFID et on est arrivé à un constat qui est très similaire à celui que vous expliquez, qui est que les règles sont très complexes. Il y en a beaucoup et il est peut-être temps de faire une
un état des lieux de comment ça marche sur le terrain et de voir comment est-ce qu'on peut simplifier, comment est-ce qu'on peut clarifier et comment est-ce qu'on peut mieux aider la mise en œuvre. Alors attention, ça veut absolument pas dire que les ambitions environnementales et sociales vont baisser, et ça veut aussi pas dire qu'on veut enlever tous les efforts qui ont été faits par l'industrie ces 5-10 dernières années, mais l'idée est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut partir de ce qui a été fait et le rendre plus faisable, d'une part pour la performance, mais aussi pour l'expérience de clients retail, et aussi pour plus aider les distributeurs. Et donc c'est vraiment dans ce contexte-là que le projet de catégorisation s'inscrit. Aussi le projet aussi d'essayer d'alléger le reporting pour les produits financiers. On pourra en revenir après si vous voulez, mais vraiment sur ces questions des catégories. Ce qui a été très clair dans la consultation qu'on a lancée il y a quelques mois et dans nos nombreux échanges avec les acteurs de marché européens, c'est qu'il y a une réelle demande pour avoir des catégories ESG pour les produits. Il y a une réelle demande d'avoir un système de catégorisation qui soit plus simple et beaucoup mieux défini que le cadre qu'on a aujourd'hui, parce que le cadre qu'on a aujourd'hui n'a pas été écrit pour servir de catégorisation. Alors bien sûr, il peut y avoir un risque d'over-simplification, on le sait. Il peut y avoir aussi un risque que ça soit trop restrictif. Alors à la question 2 ou 3 catégories, on n'est absolument pas dans une position aujourd'hui où on peut y répondre, parce qu'on a vraiment envie de prendre notre temps. Comme j'ai dit, on a fait des consultations publiques, on a parlé aux acteurs. Il est très clair que la demande est là. Par contre, ce qui est beaucoup moins clair, c'est quel type de catégorie et combien de catégories. Vous avez peut-être vu que les superviseurs européens ont publié leur opinion dans laquelle ils recommandent 2 catégories. Il y a aussi les UK qui ont adopté 4 catégories. On a entendu énormément de propositions différentes de la part des acteurs de marché, de la part des distributeurs et aussi des acteurs de la société civile à qui on parle. Mais on pense que vraiment, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de répondre aux questions de fond qui vont nous amener à ce choix. Et on est encore en train de travailler sur ces questions de fond. La première, c'est quel rôle on veut donner à ces catégories. Et selon le rôle qu'on veut donner aux catégories dans un cadre plus large, ça va nous amener à décider combien. Par exemple, on peut imaginer un rôle donné aux catégories, un rôle plus important dans le système de distribution et potentiellement aussi dans les règles de restriction marketing, dans les promesses ESG. Et ça amènerait plutôt à penser à un ensemble de catégories qui soit assez large pour pouvoir couvrir beaucoup de produits qui font des promesses ESG et pour venir simplifier le rôle des distributeurs et simplifier la compréhension du client retail. Mais on pourrait aussi penser à des catégories qui seraient plus là pour donner de la reconnaissance aux produits les plus ambitieux des marchés et pour pouvoir les signaler plus facilement aux clients de détail. Donc ça, c'est une autre approche qui est possible. Et c'est une approche qui appellerait un nombre totalement différent de catégories et un scope de catégories totalement différent. La deuxième question assez importante sur laquelle on est en train de travailler et qui va influencer notre choix, c'est la question des critères. On sait qu'il y a eu des problèmes opérationnels, et vous l'avez mentionné sur les critères d'aujourd'hui, qui ont quelque part trop restreint l'univers d'investissement. On a appris beaucoup de choses en observant le marché ces 3 dernières années. Je pense qu'on en arrive à une conclusion qu'il faut que les critères soient d'une part assez flexibles pour pouvoir permettre l'innovation et pour éviter ces concentrations de marché. Par contre, il faut aussi se rappeler de pourquoi on fait ça, et c'est notamment pour protéger l'investisseur retail. Donc, il va aussi falloir que ces critères viennent s'assurer qu'il y ait certains standards environnementaux et sociaux qui sont respectés. Donc, on travaille sur ces questions et on espère être dans une position, arriver avec une proposition peut-être au cours de 2025. Dans combien de temps? C'est ça, 2025 quand même. Hein, donc voilà, donc vous travaillez activement là-dessus. Oui, alors encore une fois, comme j'ai dit, on est entre 2 commissions, donc on n'a pas de validation politique pour choisir si ça sera 2025 ou 2026. Ça reste vraiment une question ouverte et ça dépendra aussi de ce qu'on arrivera à répondre, parce que on veut que ça soit stable, on veut que ça soit bien fait, donc on n'a pas envie d'aller trop vite non plus pour répéter des erreurs qui ont potentiellement été faites dans le passé. Alors justement, je voudrais entendre votre voisin, puisque Philippe Sola, je pense que vous êtes vous aussi favorable à cette catégorisation, parce que sinon, finalement, eh bien, on a des fonds qui sont moins performants et puis qui sont chers à produire. Donc, ce serait une bonne chose d'aller dans cette direction-là. Alors cette notion de catégorisation, c'est vrai que c'est une démarche qu'on appelle de nouveau depuis quelques temps. Alors on appelait ça au début les standards minimums, mais c'est exactement la même idée. Pas tellement dans une démarche de réflexion sur la performance, mais plutôt dans une logique quelque part, d'une part de cohérence des différents blocs réglementaires entre eux, puisqu'en fait on a des blocs SFDR pour le producteur, on a des blocs MIF pour le distributeur, on a aussi des benchmarks alors pour les gérants d'indices qu'il ne faut pas oublier aussi dans le paysage. Et puis on voit aussi qu'on peut avoir des labels nationaux, on peut avoir des règles sur la documentation commerciale. Donc on voit à chaque endroit, dans chaque brique, différents systèmes de catégorisation qui émergent d'une façon ou d'une autre et qui ne sont pas forcément les mêmes.
Donc pour nous, c'était d'abord, avant tout, une logique de dire, voilà, il faut mettre au cœur de cette architecture-là une brique centrale qui ensuite est réutilisée par chacun des domaines du paysage financier, mais qui reste la même. Donc voilà, nous, c'était vraiment une question de cohérence quelque part qu'on prenait, avec une deuxième idée qui était d'avoir des critères le plus objectifs possible. C'est vrai que là aussi, hein, sur le thème du retour d'expérience, on avait le sentiment que quand on laisse trop d'appréciation à chaque acteur et à chaque maillon de la chaîne sur la façon de construire sa propre approche à lui et sa propre catégorisation finalement propre, on aboutit à la fin à quelque chose qui est difficile à comprendre pour tout le monde. Mimouna, justement, Mimouna Bouchiche, est-ce que cette question de catégorisation, finalement, elle n'entraîne pas un certain risque d'aboutir peut-être à des choses encore plus compliquées, finalement? Je vais reprendre, vous parliez de contexte politique à l'instant. Ce qui joue aussi pour le client final, c'est le contexte économique dans lequel il se trouve. Je voulais juste appuyer sur ce point, puisqu'en fait, on le dit depuis le début de la table ronde, aujourd'hui, l'appétit des clients pour la durabilité, globalement, elle est démontrée. C'est juste qu'ils ne passent pas à l'acte. Donc tout notre travail ensemble, il est comment faire que l'épargne soit fléchée vers ce type de produit. Mais globalement, avec toutes les catastrophes, j'ai envie de dire, ça aide ou ça n'aide pas, mais toutes les catastrophes climatiques, environnementales auxquelles on a assisté ces dernières années, le client, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'efforts à faire pour lui démontrer la nécessité d'agir. Une fois que j'ai dit ça, le contexte économique, il est important, parce que typiquement, le baromètre national qui a été fait, là, qui a été publié récemment, montre que c'est la première fois que l'appétit des clients pour ce type de produit a baissé en 10 ans. Pourquoi? Parce que l'année dernière, je rappelle, contexte de crise de pouvoir d'achat, crise économique, et donc du coup, les préoccupations des clients, je reprends le top 3 de tout à l'heure, ben voilà, la hiérarchie, elle bouge, mais elle bouge aussi en fonction du contexte économique. Donc ça, il faut aussi qu'on l'ait tous dans le panorama, c'est que le contexte dans lequel on évolue, bah, oui, d'accord, le conseiller, le distributeur, je vous écoute tous depuis tout à l'heure et on met énormément de pression et on a le sentiment que le distributeur à lui seul, le conseiller à lui seul, va pouvoir en fait répondre à la fois à la réglementation, mais il faut aussi nous aider. Et donc, je reviens à la catégorisation pour répondre quand même à votre question. Donc, oui, on a besoin d'aide en tant que distributeur. Donc, la catégorisation, d'un point de vue démarche, pour moi, elle va dans le bon sens. Mais si je reprends, et je vais juste vous projeter... et c'était celui-ci. Ce slide, mais qui a été dit aussi à ma gauche. Aujourd'hui, le distributeur, il évolue dans un environnement où il y a plein de normes. Alors, distributeur / producteur, hein, il y a plein de normes, des normes nationales, des normes européennes. Il y a énormément de directives. On a parlé des CFDR, il y a taxonomie, on l'a dit à plusieurs reprises. Au niveau mondial, SBTI, hein, avec les accords de Paris, ça aussi, il faut le prendre en compte. Et puis à côté de ça, il y a aussi pas mal de labels. Alors, voilà, on a le label ISR, Finansol, Greenfin. Voilà. Et le conseiller dans tout ça, puisqu'on parle du distributeur, bah, il est au milieu du gué. C'est pour ça que j'ai repris ton expression tout à l'heure. C'est la catégorisation. Et moi, j'avais pris l'exemple précédemment du Nutri-Score. Si je fais le parallèle avec les Nutri-Score ABCD, alors, avec il y a aussi des biais, il y a des biais partout, mais quelque part dans l'opinion publique de tout à chacun, aujourd'hui, le Nutri-Score, il est rentré, je sais qu'il y a du ABCD. Est-ce que demain, on est en capacité d'arriver à ça? Point d'interrogation. Et ma question, c'est, dans le cadre de ces travaux, catégorisation, mais quid de l'existence? C'est-à-dire comment ça va s'intégrer par rapport aux normes, aux articles 8, article 9? Est-ce que ça va venir en plus? Parce que vous parliez aussi d'assouplissement et on est tous en work in progress, donc on tire aussi les enseignements de ce qui se passe. Moi, mon point de vigilance en tant que distributeur, il ne faudrait pas que ça vienne en plus. Peut-être un mot de réponse de Mathilde, et puis après, je voudrais qu'on parle justement des labels avec Bertrand. Oui, mais je pense que c'est lié, de toute façon. Points, et on est totalement en accord là-dessus. On sait qu'il y a eu une multiplication de normes, que ce soit de la part de la Commission, enfin du niveau européen ou du niveau national. Là, encore une fois, l'idée, c'est pas de rajouter quelque chose de nouveau, c'est de changer ce qui n'a pas marché. Et on sait que la question de la stabilité entre aujourd'hui et le jour où potentiellement ces catégories arriveront, elle sera extrêmement importante. Donc l'idée, c'est de construire quelque chose sur ce qui existe déjà. L'idée n'est pas de faire quelque chose de totalement différent. Donc on peut explorer la question de réutiliser des concepts de l'article 8 et de l'article 9. N'empêche qu'il est quand même clair aujourd'hui que ces deux articles, ils ne marchent pas en termes de catégorie. Ils ne permettent pas une délignation
assez claires. Ils ne permettent pas d'intégrer aussi le concept de la transition, qui semble ne pas rentrer ni sous l'article 8 ni sur l'article 9. Donc ici, il faut faire quelque chose. Après, sur cette question de Nutri-Score, je pense qu'il est bien trop tôt pour nous pour avoir une position officielle là-dessus. Ce qui nous semble un peu compliqué, c'est encore une fois, cette idée de transition et donc pas encore green, on voudrait pas qu'elle soit vue comme en dessous des produits qui sont déjà green, parce que là où on a vraiment besoin d'argent et de capitaux privés, c'est vraiment dans ces entreprises qui ont besoin de transitionner. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu de complications aujourd'hui avec le Nutri-Score, mais encore une fois, toutes les options sont encore sur la table. Et cette question de continuité est vraiment un concept qu'on garde en tête. Alors justement, pour continuer sur, vous avez cité les labels tout à l'heure, Bertrand Merveille, ce sujet il est important, notamment donc le label ISR dans cette nouvelle version, il va être plus restrictif, contraignant. Donc on le voit encore finalement une nouvelle contrainte. Quoi. Oui, je vais revenir au label, mais pour tous ceux qui sont venus ce matin, merci déjà d'être là. Et puis vous allez repartir avec une bonne nouvelle, parce qu'il y a une volonté au niveau réglementaire et législatif de faire baisser la norme. Donc c'est quand même la première fois qu'on entend ça depuis très longtemps. Donc vous n'êtes pas venu pour rien. Simplifier, oui. J'ai dit quoi ? On ne veut absolument pas baisser les normes. Simplifier. Attention. Pardon. Bon, en tout cas, voilà, même moi je finis par bon. Il faut voir comment on l'entend. Exactement. Non, mais en tout cas, cette simplification, tout le monde l'appelle de ses voeux. Et ne serait-ce que, ça a été abordé tout à l'heure par Mirella, l'AFG et toutes les sociétés de gestion portent depuis longtemps, et Philippe le sait, une voie visant à s'inscrire dans un cadre harmonisé, unique, et d'éviter la superposition de règles européennes et nationales. Et aujourd'hui, sur ce sujet dont on parle, de l'extra-financier, de l'ISR, du label de SFDR, on est exactement dans tout ce qu'il ne faut pas faire. On a une norme européenne extrêmement complexe, on a une doctrine nationale qui se superpose et qui n'est pas homogène et qui est compliquée à mettre en œuvre et à comprendre, et en plus de ça, on rajoute la couche des labels. Donc on est exactement dans ce qu'il ne faut pas faire. Ce que j'entends ce matin, c'est qu'a priori, on va simplifier. Bonne nouvelle. Sur le label, tout à l'heure, je mentionnais la problématique de la concentration des portefeuilles avec la mise en œuvre d'un certain nombre de réglementations existantes. La nouvelle version du label risque en partie d'accentuer ce problème parce qu'il va être plus contraignant, il est plus ambitieux, mais tel qu'il a été construit aujourd'hui, il risque de limiter les champs d'action et les possibilités des sociétés de gestion. Il est trop tôt pour dire si les sociétés de gestion vont s'inscrire dans cette transformation du label. Mirella a mentionné tout à l'heure, il y a plus de 1000 fonds aujourd'hui qui sont labellisés. On est en train, à l'AFG, de faire une enquête pour savoir un peu dans quelle direction ça va aller. Mais clairement, cette nouvelle version, elle est plus contraignante. Et en l'état, si les 1000 fonds passent à la V3, on va se retrouver avec plus de concentration, plus d'overlap et les mêmes problèmes que je mentionnais tout à l'heure. Donc, qu'il soit plus discriminant, c'est une chose. Il va falloir faire un peu attention du côté des sociétés de gestion sur ce qu'elles vont faire. Parce que, effectivement, si on ne veut pas de nouveau rajouter de la complexité et de la déception, il faut que le défi de la performance soit relevé. Et c'est sans doute pas en concentrant encore plus les portefeuilles qu'on va y arriver. Philippe Sola, justement, par rapport à ce que vient de nous dire Bertrand, quelle est votre position aujourd'hui? Donc, il y a également d'autres certifications. On peut citer donc les labels, la certification AMF Finance Durable. Bon, elle n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, quelle est votre position sur cette idée? Donc, il faut effectivement simplifier. Ça, on va dire, c'est le consensus qui ressort de la table ronde. Oui, sur la simplification, je pense qu'on est tout à fait aligné avec cet esprit, et je pense que l'idée d'une catégorisation, c'est dans mon esprit, c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure, avant tout une logique de simplification et de cohérence en fait entre les normes. Donc ça, c'est assez clair pour nous. Sur quelque part la fragmentation à l'intérieur de l'espace européen, effectivement, c'est quelque chose qu'on regrette également, et en tout cas dans nos approches nationales. On a toujours dit et on continue à répéter que le jour où cette catégorisation arrive, en tout cas le jour de la revue de SFDR au plus tôt, pour nous, notre idée, c'est vraiment de supprimer ces règles nationales qui nous semblent, dont on a toujours dit qu'elles étaient temporaires dans l'attente d'un cadre qui fonctionne en termes de prévention du greenwashing au niveau européen. Donc ça, on a un discours très clair là-dessus également. Puis sur la formation des conseillers, effectivement, c'est un grand enjeu. Donc la certification finance durable, on essaie d'accompagner quelque part
les distributeurs dans ces travaux. Mais comme je le disais en introduction, à mon sens, il faut d'abord que les distributeurs en centrale s'organisent pour choisir les bons produits. Parce que si on part avec une mauvaise référence de fond, on pourra demander tout ce qu'on veut au distributeur, on pourra le former, mais à la fin de la journée, on n'arrivera pas à faire quelque chose de satisfaisant. Donc finalement, il faut qu'il y ait davantage, on va dire, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes tous là autour de la table, si on peut dire, davantage de discussions, de négociations entre tout le monde et peut-être davantage de dialogue justement. Donc mettre en place une meilleure organisation entre à la fois donc ceux qui conçoivent les produits d'épargne et puis ceux qui vont les distribuer. C'est bien ça que vous voulez nous dire. Oui, et puis pour être peut-être encore plus direct, enfin Bertrand essaie de l'être tout à l'heure, je vais essayer de trouver les bons mots. Moi, je pense qu'il y a peut-être un effort supplémentaire qui peut être attendu des distributeurs. Je pense que les producteurs d'instruments financiers ont eu un cadre réglementaire qui a été mis en place peut-être plus tôt. Ils ont pris un peu d'avance. Aujourd'hui, on voit dans les statistiques qui sont montrées que les distributeurs sont peut-être pas encore, en tout cas sur certaines métriques simples, y compris au niveau où ils sont attendus. Donc, il y a certainement un rattrapage à faire dans un cadre qu'on souhaite le plus cohérent possible pour faciliter cette communication entre producteurs et distributeurs. Comment vous réagissez, Mimouna, Pascal? Le distributeur, certes, mais pour moi, la communication, elle va même au-delà du producteur / distributeur. C'est sur l'ensemble de la chaîne qu'il faut beaucoup plus de liens. On a parlé de réglementation, mais d'abord le régulateur, les producteurs, le distributeur. Moi, je veux bien qu'il y ait énormément de choses qui pèsent sur le distributeur, dont acte, il y a encore des progrès à faire de l'ensemble de la place. Mais je pense qu'il y a besoin d'avoir beaucoup plus de liens. On a parlé de simplification, mais de vraie simplification. Et je pense que le distributeur seul ne peut pas porter cette simplification. Nous, on le vit au quotidien. On parle beaucoup de durabilité, et c'est l'objet de cette table ronde. En tant que distributeur, on est soumis à énormément de réglementations. Et un client en face de son conseiller lorsqu'il fait son entretien, avant d'arriver aux questions sur la durabilité, il a d'abord une réglementation à respecter, c'est le devoir de conseil en investissement. Et donc, on doit faire le profil investisseur du client. Je fais le scoring, je fais le profil investisseur de mon client, avec tout un tas, là encore, de questionnements, qui est naturel, encore une fois, je ne le remets pas en cause, hein, son appétit, son appétence au risque, etc., etc. Une fois que j'ai fait cette étape, je bascule sur la partie questionnaire de durabilité. Mais ça a été dit à plusieurs reprises. À un moment donné, on fait quoi en tant que distributeur? Quand j'ai un profil investisseur qui sort de X, j'ai au questionnaire de durabilité Y, mais qu'en fait, au bout du bout, je n'ai pas l'allocation qui me permette de répondre à la fois à cette combinatoire de profil investisseur durabilité, parce que tu l'as dit à plusieurs reprises et je suis totalement d'accord, la concentration, enfin la faible diversification in fine dans laquelle on arrive. Nos distributeurs, on se doit aussi de respecter la bonne allocation pour nos clients d'un point de vue diversification. Très schématiquement, en un mot, si demain, en tant que distributeur, je ne dois commercialiser, finalement c'est même très simple. Je mets en tête de gondole 2 produits qui cochent absolument tout. Article 9, etc., etc. Et je ne vends que ça. Et je dis à mes conseillers, en termes d'efforts pédagogiques, c'est même plus simple. Hein. On démultiplie tout autour de ces 2 fonds-là. Mais in fine, je ne réponds absolument pas aux besoins de diversification et de patrimoine, d'allocation de mes clients. Donc, tu as raison, il faut que le distributeur il continue cet effort et il monte en charge, mais il ne peut pas le faire solo. Voilà, mon point, c'est qu'on ne peut pas le faire seul. Pascal Bossan. Oui, pour appuyer ce point, c'est vrai que moi j'ai le sentiment qu'on met quand même beaucoup de pression sur le distributeur. Alors certes, c'est un maillon clé, évidemment, puisque c'est le maillon qui va apporter de la pédagogie au client final, c'est le maillon qui va pouvoir convaincre, bien sûr, et pouvoir expliquer. Maintenant, le distributeur, il est quand même lié à l'offre. On parlait de performance, c'est ce que tu disais Bertrand tout à l'heure. Le distributeur, si finalement il passe du temps à convaincre son client, il passe du temps sur ces sujets de durabilité pour faire monter le client en compétences, en pédagogie, de manière pragmatique, au final, il faut qu'il puisse proposer une offre adéquate avec différents niveaux de risque, avec différents horizons de temps, etc. Et surtout avec la performance en face. Donc, je pense que
de manière générale, en fait, moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même un écart qui se creuse entre le spécialiste, tu disais tout à l'heure Bertrand, qu'on était effectivement une assemblée de spécialistes, et je le crois vraiment qu'il y a vraiment un écart qui se creuse entre les spécialistes de ces sujets de durabilité et l'épargnant final, que malheureusement pour l'instant on n'a pas réussi à trop embarquer. Alors on va avoir le verre à moitié plein, il y a bien sûr beaucoup d'efforts de pédagogie qui sont faits par toute la chaîne pour essayer de faire monter en compétence le client final. Malgré tout, pour l'instant, ça n'a pas trop fonctionné. Et donc, je pense qu'il faut quand même tendre la main aux distributeurs, peut-être pas trop mettre la pression, mais plutôt les accompagner pour qu'on progresse ensemble. Bertrand, vous vouliez réagir justement par rapport à ce qui a été dit? Oui, je pense que le débat n'est pas d'opposer producteurs et distributeurs. À la fin de l'histoire, on est, nous, très dépendants de notre capacité à convaincre les réseaux de distribution à sélectionner nos produits. C'est particulièrement vrai pour les plus petites sociétés de gestion qui sont très, très présentes à l'AFG. Je pense qu'il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé sur les producteurs, c'est que quand on parle produit, on pense un peu au PCVM. Au sein des OPCVM, en réalité, il y a plusieurs catégories. Mirella, tout à l'heure, tu as évoqué le sujet des indices et donc quelque part des fonds indiciels. Il y a aussi des questions à se poser, je pense, vis-à-vis du client final sur sa capacité à comprendre ce qu'est un OPCVM géré activement avec un niveau d'exigence en termes d'extra-financiers assez important versus un produit plus passif sur des indices qui sont construits par des sociétés qui sont non européennes, parfois avec des biais de construction des indices qui sont quand même, qui peuvent amener à des grandes différenciations, on va dire, dans la qualité de l'approche extra-financière. Je n'oublie pas aussi tous les produits hors OPC qui ont été distribués et qui ont complètement galvaudé, on va dire, la démarche de vouloir faire des produits vertueux. Je pense par exemple aux produits structurés qui ont comme sous-jacent des indices ESG qui n'ont de ESG que le nom et qui n'ont absolument aucun impact sur le financement de l'économie, sur la transition. Donc il y a aussi cette question que doit se poser le régulateur et la Commission européenne sur comment on régule plus généralement les produits d'épargne qui ont cette approche extra-financière, en tout cas qui font la promotion à destination de la clientèle de détail de ce type de produit. Je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas oublier parce qu'il y a aussi il y a une complexité dans ce qu'on vient de mentionner au sein des sociétés de gestion et des OPCVM, mais la complexité est d'autant plus large si on élargit aux autres produits d'épargne et je pense qu'il ne faut pas oublier ce défi. Alors, je vous avais promis un échange, des questions-réponses, c'est le moment. Donc, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, à nos experts qui sont là, eh bien, on vous écoute. Je sais que c'est toujours un peu compliqué la première question à poser. Non, pas forcément de questions. N'hésitez pas. Hein. Alors voilà, madame, au milieu, vers le milieu. On va vous apporter un micro, s'il vous plaît. Mademoiselle, madame, levez la main au milieu. Voilà, merci beaucoup. J'y vais. Donc Lisa Darl, je travaille pour... Ah pardon, vous d'abord. Pardon, vous n'avez pas vu, excusez-moi. Et après madame, ici. Ok, donc je travaille chez Natixis Investment Managers. J'avais 2 questions. D'abord, donc sur le sujet de la simplification, comment est-ce qu'on s'assure dans un process de négociation tripartite entre Commission, Parlement, États membres, que l'objectif de simplification est partagé par tous et qu'à la fin, on n'arrive pas à quelque chose qui soit beaucoup plus complexe parce que l'objectif ne peut pas être partagé. Et donc ensuite, je suis assez contente d'entendre que on a un objectif commun avec la revue des SFDR qui est de ne pas aboutir à un univers d'investissement qui serait trop restreint, à la fois pour des problématiques d'allocation côté client et aussi pour des problématiques d'éviter une concentration du marché. Et donc la question c'était, est-ce que la taxonomie, comment est-ce que la taxonomie est envisagée dans ce cadre-là pour éviter un rétrécissement de l'univers d'investissement? Alors, je ne sais pas qui peut répondre. C'est Mathilda, oui. Alors, merci pour vos questions. C'est vrai que la question de qu'est-ce qui va se passer de la proposition de la Commission une fois qu'on l'envoie au co-législateur, on n'a jamais la réponse. Et ça, je peux pas vous donner la garantie. C'est vraiment le Parlement et le Conseil en fera ce qu'ils voudront. Cependant, je pense qu'on arrive quand même à un constat commun, que ce soit dans les États membres ou que ce soit dans le Parlement européen aussi, qu'il y a des problèmes aujourd'hui dans la finance durable. Et que ces problèmes deviennent de plus en plus importants à adresser. Donc,
Nous, on va perdre la main plus ou moins sur la proposition une fois qu'on l'aura faite, mais on peut peut-être jouer un rôle à essayer de vraiment faire une décision sur ce qu'on veut mettre dans la régulation et ce qu'on laisse plus tard dans une définition plutôt au niveau 2, dans des actes délégués. Et je pense que ce qui sera hyper important de notre côté, c'est d'être le plus clair possible dans les concepts qu'on veut mettre dans la régulation pour être sûr qu'ils soient interprétés de la même manière par les co-législateurs. Il faut savoir aussi qu'on se parle en amont avant d'écrire cette proposition et l'objectif est vraiment d'arriver sur papier avec une proposition de régulation qui peut être votée plus ou moins dans son état initial. Sur votre question sur la taxonomie, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, qui est la question des critères minimums pour les catégories. Donc, je peux pas vous donner de réponse aujourd'hui. Bien sûr, on veut absolument pas abandonner la question de la taxonomie. On pense que la taxonomie a énormément aidé à définir quelles activités économiques peuvent contribuer à la sustainabilité environnementale. Cependant, on est aussi au courant qu'il ne faut pas trop restreindre, comme on l'a dit. Et on est en ce moment en train d'attendre un rapport de notre plateforme d'experts, la PSF, qui est en train de faire une analyse de marché pour voir, selon le niveau qu'on pourrait demander, et on ne sait pas encore si on va le demander, mais le niveau qu'on pourrait demander de taxonomie pour les produits dits à 100% verts, combien de produits actuels est-ce qu'on arriverait à couvrir aujourd'hui? Je pense qu'on a besoin de ces données avant de prendre une décision sur la taxonomie, parce que, comme on a dit, on ne veut pas trop restreindre en termes d'assets, mais on veut aussi pas trop restreindre en termes de produits financiers. Alors, il y avait une autre question, je crois, madame. Oui, bonjour, Laurence Caron-Habib de BNP Paribas Asset Management. Je ne résiste pas au fait de poser une question sur les orientations de l'ESMA relatives à ce qu'on appelle le funds naming en anglais, donc le nom des fonds. Donc c'était une question plus pour Philippe de l'AMF, notamment sur l'articulation de ces orientations et de la doctrine et peut-être le point de vue de la Commission par rapport à ces orientations. Je pense qu'on retombe sur des sujets à la fois de simplification et d'univers d'investissement. Merci beaucoup. Très bien, alors il faut savoir parfois résister à la tentation, parce qu'en tout cas moi je vais être contraint de devoir résister à la tentation de répondre, puisqu'en fait c'est une question qu'on est en train d'examiner. Donc comme vous le savez, donc ces orientations, ils ouvrent une période de 2 mois, donc qui se clôt le 21 octobre, à l'issue de laquelle voilà, chaque autorité nationale doit se déclarer conforme ou non aux orientations. Donc on a prévu d'examiner cette question dans nos instances de gouvernance, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, donc je ne peux pas vous répondre. Est-ce que Mathilda, vous voulez rajouter quelque chose ? Je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose de plus. On est au courant de certains challenges qu'ont amené ces guidelines. Mais maintenant, voilà, c'est plutôt à l'ESMA et aux autorités nationales de s'entendre sur si des changements ont besoin ou pas. Je pense que c'est pas vraiment à la Commission en tout cas, on ne peut pas prendre de décision là-dessus de notre côté. Eh bien, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 5. On peut les applaudir.